Très bien. Bonjour à toutes et tous. Je suis Pascal de la délégation territoriale de Paris, bénévole dans le 17e, et j'aurai la charge modeste d'être le modérateur de cette table ronde. C'est pas grave, c'est juste une fenêtre ouverte. Tout va bien. Tout va bien. Donc d'abord, merci aux volontaires Croix-Rouge qui sont présents, puis merci aussi à nos partenaires institutionnels et associatifs d'être présents pour cette table ronde. Avant de revenir plus directement sur le sujet qui nous concerne et les thèmes que nous allons aborder, je voudrais vous présenter nos invités que je remercie au nom de la délégation territoriale de Paris d'être présents, parce que c'est très intéressant et important, et ce matin vous l'avez entendu de la part de tous les intervenants, et dont Philippe Dacosta, le président aussi de Giovanni l'ADT, que c'est effectivement une aventure qui se veut aussi inter-associatif, intercompétences, pour effectivement un grand succès. Alors je vous présente nos invités. D'abord Vanessa Benoît, qui est directrice générale du SAMU social de Paris. Bienvenue. Luc Ginaud, qui est directeur de la santé publique, agence régionale de la santé Île-de-France, la célèbre ARS. Emmanuel Olivier, qui est directeur d'établissement de la Fondation de l'Armée du Salut. Et puis Pierrick Blondel, qui est donc directeur adjoint qui s'occupe de la filière lutte contre les exclusions à la Croix-Rouge française. Donc vous voyez, on a un parcours, en tous les cas, des personnes qui ont toutes des compétences différentes, mais complémentaires, qui vont pouvoir alimenter ce débat. Alors pour faire court, Giovanni, ce matin, le président, a parlé de l'humanité. Il a dit, il y a effectivement la sécurité publique et il y a l'humanitaire. Donc nous, on va s'occuper de l'humanitaire, là, qui va être aussi au cœur des GOP. Ces GOP vont aussi effectivement compliquer un peu la tâche, et donc on va essayer de trouver des solutions à travers deux thématiques. La première thématique, c'est comment on peut accompagner, ou plutôt comment on peut renforcer l'accompagnement des personnes précaires dans une période où déjà c'est une période estivale, où c'est déjà délicat d'habitude, mais aussi le chamboulement qu'il va y avoir sur tout le territoire, qui va malheureusement impacter les personnes en situation de précarité. Et les questions qu'on va se poser, c'est effectivement quelles sont ces difficultés et comment on peut éventuellement y répondre, comment les intervenants vont pouvoir maintenir leurs services et leurs dispositifs. La deuxième thématique concernera plutôt l'inclusion. Comment on peut profiter de cette période des GOP pour inclure les personnes en précarité, les personnes accompagnées, comment s'en servir de levier d'inclusion, et comment on peut éventuellement pérenniser les choses qui pourraient être mises en place. L'idée étant peut-être, de manière directe ou indirecte, de faire des personnes en grande situation de précarité, personnes accompagnées, des acteurs aussi de cette période-là, concrètement, et comme ça aller un peu plus loin dans leur inclusion. Je vous propose de débuter maintenant, sachant que là on est sur des pistes de réflexion. Hein. Vous avez bien compris qu'aujourd'hui c'est tout sur ligne de départ, donc on est sur des pistes de réflexion. La parole va circuler entre les intervenants, que moins je parle, mieux c'est. D'ailleurs vous le voyez bien, je parle beaucoup. Donc je vais tout de suite commencer sur la première thématique. Je vais inviter Vanessa Benoît à bien vouloir parler sur cette première thématique. Merci. Bonjour. Ah oui, ça marche. Mais je pense que pour commencer, ce que je voudrais partager avec vous, c'est les préoccupations qu'on peut avoir avant les Jeux Olympiques. C'est des préoccupations, donc je pense que c'est important de les exprimer maintenant. Je sais qu'elles sont très partagées. Et ensuite, de travailler dessus pour voir quelles solutions on peut trouver. Nous, on a deux grandes familles de préoccupations. D'abord, celle de la continuité des services pour les personnes les plus précaires. Il y a les services qui leur sont dédiés, les maraudes, les accueils de jour, les bains-douches, les distributions alimentaires. Donc il y a une vraie question sur comment est-ce que tous ces services-là seront maintenus, ne seront pas mis en difficulté par les Jeux Olympiques. Il y a les services généralistes dont elles ont besoin, comme nous tous, mais quand même un peu plus que nous tous. Là, je pense aux urgences, je pense aux pompiers, etc. Et puis, il y a aussi toutes les opportunités que propose une ville. En fait, les personnes les plus précaires, elles vivent aussi de ces flux humains qui se croisent, des possibilités de ramasse, etc. Donc, comment est-ce que tout ça, ça sera maintenu et encore disponible pour elles? Et puis après, le deuxième motif de préoccupation,
préoccupation, c'est celui de l'occupation de l'espace public, des zones qui seront utilisées ou sécurisées pour les jeux. Qu'adviendra-t-il des personnes qui sont très ancrées dans ces endroits-là? Donc ça, je pense que c'est un sujet, enfin je sais que c'est un sujet qui est très présent à l'esprit des organisateurs des jeux et qu'il y a déjà des choses qui sont en train d'être élaborées. Mais voilà, c'est un vrai sujet sur lequel tous les acteurs de la veille sociale sont extrêmement mobilisés. Est-ce qu'on pourra faire de ces jeux une opportunité pour réfléchir à de l'hébergement adapté pour les personnes très ancrées à la rue, par exemple, plutôt que de devoir juste les déplacer? Luc, peut-être aussi votre vue du sujet par rapport à ce que dit Vanessa sur un terme de ces éléments. Du point de vue de l'agence, en remerciant la Croix-Rouge d'avoir mis ce sujet vraiment à l'ordre du jour, parce que c'est une de nos grandes... à chaque fois, il faut que je me batte avec un micro. En vous remerciant d'avoir mis ce point vraiment à l'agenda, comme on dit. Nous, il y a finalement trois grandes interrogations qu'on se pose, qui sont à peu près les mêmes que celles du SAMU social et des autres acteurs. Bon, le premier, c'est effectivement la question de comment est-ce qu'on gère les modifications dans l'espace public. De ce point de vue-là, nous, on a le sentiment qu'on y est déjà confronté. L'exemple le plus frappant, c'est la question des usagers de crack sur le nord-est parisien, dans laquelle les travaux ont induit le déplacement de cet certain nombre d'équipements qui les accueillaient. Et on voit bien que ça a des conséquences, non seulement dans leur interface avec la vie du quartier, mais également dans le fait qu'ils sont perdus, qu'il y a des repères qui disparaissent, qu'il y a une espèce d'inquiétude qui se surajoute, ce qui est en soi un problème de santé pour nous, puisque nous, on est en charge des questions sanitaires. Donc très clairement, ce sujet-là, il est d'ores et déjà présent avec les travaux, et il va être évidemment encore plus présent pendant les JO autour des questions de sécurité. Je dois dire que ce point-là m'inquiète un tout petit peu moins, parce qu'il est plus circonscrit, que m'inquiète la phase dans laquelle nous sommes, qui est une phase de bouleversement urbain qui arrive à son acmé quand même. Le deuxième point pour nous, c'est que nous avons, j'en discutais tout à l'heure avec la présidente régionale de la Croix-Rouge, nous avons un certain nombre d'équipes que nous avons construites depuis très longtemps, d'équipes mobiles, qui sont des équipes mobiles psy-précarité, des équipes mobiles santé-précarité, des passes mobiles, un certain nombre de dispositifs qui sont présumés aller vers les publics en grande difficulté. Et la question pour nous, c'est comment ces équipes-là, d'abord, sont présentes pendant les JO, puisque on a des problèmes de RH comme tout le monde, et ensuite, comment est-ce qu'on les aide à se redéployer sur les endroits ou les équipements dans lesquels vont se situer plus que d'autres un certain nombre de personnes. Pour nous, on a vraiment un problème de comment est-ce qu'on accompagne les équipes mobiles, dont certaines sont gérées par des collègues autour de cette table ou dans la salle, vers encore plus de mobilité, ce qui est simple à concevoir, pas toujours simple à mettre en œuvre. Et puis le troisième point qui a été évoqué, mais qui est pour nous une préoccupation absolument majeure, c'est comment est-ce qu'on fait pour sécuriser l'accès aux équipements spécialisés, puisque nous, on est en charge de tous les équipements de santé, mais particulièrement les équipements spécialisés, que sont les passes en particulier. Très clairement, il y a deux passes, la passe de Bichat, la passe d'Avicenne, qui vont être en cœur de sujet. Comment est-ce qu'on fait pour s'assurer que les patients arrivent jusqu'au bout? Et donc, on a quelques idées qui consistent d'abord à traiter le sujet institutionnellement et aussi à le traiter avec une espèce de renforcement de la confiance des personnes. On réfléchit à qu'est-ce qu'on est capable de donner comme signe, je dirais presque transactionnel, qui permettent à la personne d'arriver de manière moins inquiète en direction d'un équipement qui va être surprotégé, qui va être extrêmement entouré de forces de sécurité, quelles qu'ils soient. On a le même problème sur nos équipements en matière d'addiction. Voilà, donc, pour nous, je dirais que dans l'immédiat, le sujet, c'est comment est-ce qu'on fait pour que les transformations de l'espace public ne se traduisent pas par des souffrances et des problèmes de santé supérieurs pour les personnes. Comment est-ce qu'on fait pour que nos équipes mobiles soient encore plus mobiles et sachent s'adapter à un dispositif, un paysage d'accueil qui va être différent, et comment est-ce qu'on fait pour que nos équipements sanitaires qui sont dédiés à ce type de... Je suis moins inquiet pour le service de réanimation cardiologie, je pense que les gens y auront accès de toute façon. Donc comment est-ce qu'on fait pour que nos équipements à nous, au sens des personnes qui travaillent sur la précarité au sein de l'agence, soient aussi accessibles que la réa cardiovasculaire ou que je ne sais quoi. C'est le troisième point d'interrogation sur lequel on n'a objectivement pas toutes les réponses aujourd'hui. J'en rajoute un dernier, qui est quand même que nous avons deux grandes inquiétudes. La première, c'est quand même les effets, entre guillemets, d'éviction non volontaire, mais l'afflux de je ne sais combien, de centaines de milliers ou de millions, j'oublie toujours le chiffre, de personnes, dont certaines vont quand même avoir des entorses, des rhumes, des je ne sais quoi qui vont aller vers les établissements de santé. Comment est-ce qu'on s'assure que ça ne fait pas l'effet saturation dont les
les populations les plus précaires seraient victimes. Ça, c'est le premier sujet. Et deuxième sujet, qui est valable tous les étés, mais c'est la question du maintien des ressources humaines en santé. On l'aborde dans le cas des JO pour les réanimateurs, pour les transporteurs, pour l'ensemble des acteurs du système de soins. Je pense qu'il faut qu'on l'aborde rapidement en termes d'organisation pour les acteurs qui travaillent dans le champ de la santé des personnes les plus précaires. Et c'est les deux volets un peu transversaux. Merci Luc. Olivier, par rapport effectivement, Emmanuel, pardon, par rapport effectivement à votre connaissance des établissements et donc des personnes en précarité en établissement, est-ce que vous avez des craintes par rapport à cette période ? Alors, des craintes, je dirais que, enfin, dans notre secteur, on a beaucoup de craintes. Le problème, c'est que les JO aujourd'hui sont plus la crainte prioritaire. Ça l'a été il y a quelques années parce qu'on a vu, par exemple, la transformation de quartiers entiers comme Porte de la Chapelle, où on a vu le déplacement de population très rapide, on a vu des évacuations de campements. Je pense qu'aujourd'hui, moi, ma crainte, c'est un peu toujours la même, c'est que je n'ai pas vu d'espace de concertation. Je n'ai pas vu de diagnostic fait sur l'impact sur les publics. Je n'ai pas vu d'institutions venir voir, par exemple sur le 93, les associations ou les publics directement concernés, les publics en précarité, pour dire on va travailler ensemble sur un sujet qui est extrêmement complexe. Pour moi, ma crainte principale, c'est que ça pourrait aussi arranger un peu sur la question des publics en précarité en exil. Parce qu'en même temps, qu'est-ce qu'on a vu? Alors, est-ce que c'est connecté ou pas? Mais aujourd'hui, c'est beaucoup de fermetures d'établissements qui avaient ouvert pendant le Covid. C'est des remises à la rue, c'est des départs en province. Est-ce que la question des départs en province aujourd'hui, des publics précaires ou en exil, fait partie d'une politique d'installation des Jeux Olympiques? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de rumeurs, il y a beaucoup d'idées qui circulent et on n'a pas une information qui soit forcément pertinente. En tout cas, pas à mon niveau. Moi, je vois juste que je ferme des établissements, parce que j'ai des hôteliers qui font le choix et qui font leurs calculs entre réhabiliter un établissement, faire du tourisme et ensuite peut-être remettre à disposition des structures sociales. Je vois des accueils de jour et je vois, là j'ai appris hier, parce qu'on était en discussion pendant 3 heures avec l'ADRIL Île-de-France, donc qui représente l'État, avec des interpellations sur des déplacements de campements du 93 vers l'Oise. Est-ce que ça fait partie du plan en lien avec les JO? Je ne sais pas. La question, effectivement, probablement se pose avec les pouvoirs publics. L'idée aussi, par rapport à cette table ronde, c'est peut-être justement aussi qu'on puisse parler entre tous intervenants, institutionnels, associatifs, pour, à défaut de trouver des solutions peut-être toutes faites, mais en tout cas, mettre les choses sur la table et pouvoir échanger sur le sujet et voir comment, sur nos périmètres respectifs, on peut modestement et humblement essayer de faire avancer les choses. Et c'est un peu l'objet de cette réunion, on l'espère avec beaucoup de modestie, je le rappelle, de trouver des pistes de réflexion et surtout des solutions. Parce qu'effectivement, des pistes de réflexion, on peut en avoir beaucoup, mais ce qui est intéressant, ça se transforme en réalité. Du coup, Pierrick, est-ce que du point de vue de la Croix-Rouge française, il y a un point de vue sur le sujet? Si oui, lequel? Alors, évidemment, je partage tout ce qui a été dit, on partage ces craintes à la fois en termes de continuité des dispositifs. Il y a beaucoup de dispositifs bénévoles à la Croix-Rouge qui seront aussi redéployés et beaucoup de bénévoles mobilisés. On partage aussi la crainte sur la question de l'espace public. Peut-être préciser qu'on est, en tout cas pour le secteur de l'hébergement, de la veille sociale, de l'hébergement et l'accompagnement des personnes sans domicile, déjà fortement sous pression. On s'attendait à des fermetures de places sur la fin de l'année. On a beaucoup de dispositifs qui ferment parce que les hôteliers récupèrent leurs biens et donc on a moins de capacité d'hébergement. Et on n'a effectivement pas de visibilité, ce que vous disiez Emmanuel, puisque il devait y avoir des reconstitutions de places d'hébergement en Ile-de-France. Aujourd'hui c'est suspendu, on n'a pas non plus de visibilité là-dessus. Voilà. Sur la relégation et l'éviction, on va dire, des personnes vulnérables, effectivement on s'interroge beaucoup, et vous l'avez un peu mentionné, sur l'accès aux services, y compris les services sociaux, par la multiplication des contrôles, par la liberté de circulation qu'il y aura dans les différents départements. Et donc, effectivement, on partage ces craintes-là. Et simplement, sur ces points, je voulais quand même rappeler les positions de la Croix-Rouge française, puisqu'on est face à plein de volontaires qui interviennent dans nos services sur ces sujets-là, puisque la Croix-Rouge française a refusé de s'associer à des dispositifs ad hoc qui ont été mis en place, notamment les SAS régionaux. On nous présente ça comme une politique publique amenée à durer, mais malgré tout, en prévision des JO.
et donc de rappeler la position de la Croix-Rouge française qui est de ne pas participer ni à des opérations d'évacuation, ni à des opérations de ce type qui lient évaluation des situations administratives et accès à l'hébergement. Et donc ça m'amène à une crainte suivante, c'est que la situation des Jeux Olympiques et la saturation des dispositifs, etc., amène les pouvoirs publics à mettre en place des dispositifs un peu ad hoc d'hébergement, qui soient temporaires, qui soient consécutifs à des opérations d'évacuation ou autres. Et on a malgré tout des dispositifs de droit commun qui sont bien faits, qui sont bien réglementés, qui fonctionnent bien, avec beaucoup d'associations qui les portent, et qui les portent très bien, même si, je l'ai dit, on est sous pression. Et donc on a cette crainte de multiplication de dispositifs ad hoc qui seraient accessibles selon un statut administratif, selon la situation antérieure, etc. Ou avec des critères qui comprennent le départ en province ou autre chose. Et donc je pense qu'il faut qu'on rappelle aussi la nécessité de s'appuyer sur le cadre existant, de le conforter. Vous avez dit que ça peut être une opportunité aussi de le réaffirmer, Vanessa. Donc je pense que c'est aussi ça qu'on doit rappeler et ce à quoi on doit être vigilant. Très clairement, là, il y a un constat qui est fait, c'est aussi l'intérêt de cette table ronde. Et puis, c'est maintenant comment on va pouvoir mettre en place ou faire en sorte, tous ensemble, qu'il y ait des dispositifs adaptés, les renforcer, puisqu'on sait que ça sera déjà une période compliquée, mais comment on peut les renforcer? On sait que les services aussi, vous l'avez tous dit, c'est extrêmement important, il faut qu'ils soient en réponse aux problématiques qui vont se rajouter à la période estivale, avec les JOP, qui est un événement évidemment qui est festif et qui est important, mais qui pour les personnes en grande précarité peut être aussi encore plus impactant que la situation malheureusement, je vais dire classique. Est-ce que du coup, Vanessa, vous avez par rapport à ce qui a été dit, des points à rajouter ? Pour aller au-delà du constat qui est très partagé, et puis des inquiétudes qui sont vraiment toutes les nôtres et qui quand même finissent par se recouper, il y a quand même des éléments de choses. D'abord, je pense que la première chose, c'est la planification. On a vraiment besoin tous de commencer à planifier cet été et de ne pas le faire seul. Donc, il y a des choses que l'État fait par rapport à une cartographie qui n'est pas encore complètement connue sur les endroits d'événements, des JO, etc. Je pense qu'il faut que cette planification, elle soit un peu plus large, qu'elle inclue l'ensemble des acteurs, qu'on puisse faire remonter les difficultés et qu'on commence à s'organiser globalement. Ensuite, vous le disiez très bien, il faut rappeler que l'hébergement, quand c'est bien fait, ça marche. Donc, c'est bien d'avoir de l'hébergement de qualité. C'est vrai qu'il y a une conjoncture entre les JO et la fin du Covid, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de places d'hôtels, notamment, qui ont été mobilisées au moment du Covid, soit sous forme de nuitées hôtelières, soit sous forme d'hôtels qui ont pu être utilisés par des associations pour accueillir des personnes. Ces hôteliers, en fait, ils retournent à leur vocation initiale qu'ils n'avaient jamais vraiment souhaité quitter. Les touristes sont revenus, voilà, ils repartent. Donc c'est vrai qu'il y a concomitance entre ces choses-là. Pour moi, c'est l'occasion de continuer à produire de l'hébergement de qualité dans toute l'Île-de-France, avec des vrais projets sociaux. Et effectivement, évitons les machins improvisés à la dernière minute, parce qu'on sait à quoi ça ressemble. C'est pas des conditions correctes d'accueil des personnes, c'est des équipes recrutées à la dernière minute, c'est pas des projets sociaux qui tiennent la route. Mais là, on a le temps, en fait, si on veut faire différemment, donc il faut rester là-dessus. Et après, je pense qu'il y a un niveau un peu plus micro, qui est que chacun d'entre nous a besoin de regarder ses activités et d'évaluer un peu l'impact que vont avoir les JO sur ces activités, et soit de dire, bah là, j'ai besoin d'aide parce que je ne vais pas y arriver tout seul, ou là, est-ce qu'on pourrait faire ça à plusieurs? Voilà, je dis ça un peu sans savoir exactement, mais je pense qu'il y a des structures qui pourront plus difficilement ouvrir, il y a peut-être des gens qui devront être accueillis à d'autres endroits, sur des accueils de jour ou autres. Donc ça, c'est des choses... Là aussi, on peut s'organiser pour le faire, mais encore faut-il qu'on ait fait ce diagnostic des impacts et qu'on ait commencé à regarder comment on travaille ensemble. Merci, c'est totalement vrai, pardon, que la planification, je vais y arriver, est très importante. On est à 10 mois, mais 10 mois, c'est demain en fait. On sait très bien qu'il y a une inertie des choses pour plein de raisons, objectives ou subjectives, mais en tous les cas, il faut qu'on très vite on démarre. Est-ce que Luc, par rapport à ça, vous avez un peu plus en tête des choses qui pourraient se passer sur la notion de planification pour arriver effectivement à des choses effectives au moment des événements? Là, c'est dur parce que les questions commencent à sortir de mon texte. Moi, il me semble qu'il y a trois... pour moi, je réagirais de trois manières. Alors, est-ce que... Je pense que jusqu'à présent, je vais essayer de le dire de manière pas trop désagréable, ni pour moi et mes collègues, ni pour les autres. Je pense qu'il faut qu'on passe de la formulation des inquiétudes et des angoisses à un atterrissage un peu plus précis. Parce que sinon, on est sur des fantasmes. Je ne crois pas
je ne crois pas que l'orientation en région soit liée au JO. Je crois qu'elle est liée au fait qu'il y a une saturation de l'Île-de-France, une saturation de l'hébergement, une saturation aussi du consensus social, et que du coup, il y a un certain nombre de choses qui font. Ce qui ne veut pas dire que l'orientation en région se fasse dans des conditions, comment dirais-je, partout conforme à ce qu'on attend en termes de santé. Je me limite à mon champ de nuisance. Donc je crois qu'il faut qu'on passe de cette phase-là où on s'inquiète à une phase sur laquelle on regarde concrètement quels sont vraiment les sujets d'emmerdement. Voilà. Le deuxième point, c'est je suis frappé du fait qu'en fait, pour l'instant, vous l'avez dit, à partir de la Seine-Saint-Denis, vous n'avez pas d'écho de comment ça se prépare. En fait, ça se prépare, y compris du point de vue sanitaire. Donc ça veut dire que nous n'avons pas organisé, nous, en tout cas, je parle toujours du champ de la santé, nous n'avons pas organisé la rencontre avec vous de manière suffisante. Donc ça veut dire qu'il y a une urgence à ce que la connaissance, le diagnostic que vous avez rencontre ce que nous anticipons de l'intérieur du système de santé, si j'ose dire, du système de régulation. Donc ça, je le prends comme un point que je vais porter en quittant cette salle. Le troisième point, pour revenir à votre sujet, qui est sur la planification. Oui, il nous manque un certain nombre de points qui sont des points exogènes pour planifier un certain nombre de choses. Nous ne savons toujours pas, par exemple, aujourd'hui, de manière claire, quels sont les périmètres de sécurisation. C'est une chose extrêmement triviale, mais quels sont les périmètres à l'intérieur duquel un certain nombre de zones de circulation sont interdites ou pas. On va le savoir bientôt. Je pense qu'à partir de là, il faut qu'on projette, d'une certaine façon, non pas une programmation théorique, mais une espèce de projection presque en jeu de rôle. C'est pas exactement le bon terme, mais qu'est-ce qui va se passer si aujourd'hui, autour de Bichat, je prends l'exemple de Bichat parce que c'est un point de concentration d'un certain nombre de divers types de précarité, ou autour d'Avicenne, qui est en cœur de sujet, qu'est-ce qui va se passer s'il y a une sécurisation maximale? Comment est-ce que les PASS vont pouvoir recevoir leurs patients? Je pense qu'il faut vraiment... Nous, on a commencé, oui, à programmer certaines choses. C'est-à-dire, par exemple, est-ce que les CARUD et les XAPA, qui se situent tout autour du Stade de France, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait? On se bat pour qu'ils restent ouverts, on les déplace avec le risque que les patients ne les retrouvent pas. Voilà. Il y a des questions sur lesquelles on émet des hypothèses. Alors voilà, moi je ne peux pas aller plus loin que de vous dire que oui, on a commencé à se projeter. Je pense qu'on s'est trop projeté, enfin c'était nécessaire, un peu en chambre d'un point de vue. Et que donc la question je prends le point de votre intervention pour dire en fait maintenant il faut que ça se confronte avec les acteurs qui sont sur le terrain en termes de grande précarité et aussi avec les acteurs sanitaires qui auront à répondre concrètement sur en plus un théâtre, si j'ose dire, dont on ne sait pas encore tout à fait complètement comment il va être écrit. On voit bien qu'il y a des... enfin voilà, je lui dirai une dernière chose après. Emmanuel, est-ce que vous voulez compléter le propos par rapport à la réponse de Luc sur la planification, dont il dit qu'effectivement ce qui est important, c'est pas la planification, mais c'est ce qu'on va en faire derrière, les actions concrètes? Oui, on peut planifier. Moi, j'ai juste des constats. Je fais un établissement sur Paris, on propose des places en Île-de-France. Je ferme un établissement sur le 93, on propose la province. Parce que les pouvoirs publics expliquent que sur le 93, aujourd'hui, c'est saturé, aussi en lien avec les Jeux Olympiques. Moi, j'ai ce constat. Je vois que ce n'est pas les mêmes droits pour les publics si on est dans le 93, dans le centre d'hébergement, ou sur Paris. Après, sur la question de la planification, moi, à mon avis, c'est aussi de définir de qui on parle en termes d'acteurs. Là, on parle de l'hébergement, mais pour moi, il y a la question des maraudes de terrain, il y a la question des équipes qui vont dans les campements, il y a la question des distributions alimentaires. Le Covid a montré aussi qu'il y a tout un secteur associatif et de collectifs qui font des actions aussi sur le terrain auprès des publics. Et puis de quel public on parle? Moi, je parle aussi des publics qui aujourd'hui n'ont pas forcément accès aux dispositifs et qui potentiellement, prioritairement, vont être en difficulté. En tout cas, nous on le voit par exemple sur les jeunes non reconnus majeurs, où aujourd'hui on n'a pas de visibilité sur la suite. Alors, c'est peut-être pas directement lié aux Jeux Olympiques, mais le constat est fait que c'est une complexité, qu'il y a un manque de concertation. Pour moi, quand à un moment on dit il faut quand même qu'on ait aussi des éléments, qu'on fasse des diagnostics, qu'on puisse voir l'impact sur les populations, il y a une fin de non-recevoir, et que je pense qu'à 10 mois des Jeux Olympiques, c'est très court pour travailler là-dessus, si vraiment on veut trouver des pistes. Donc ça nous amène plutôt à un rapport de force. Alors, et je ne pense pas que chaque association va pouvoir traiter le sujet seule.
Je pense qu'à un moment, c'est aussi le secteur associatif qui doit se mettre autour de la table, de dire on a besoin d'une reconnaissance, on a aussi une expertise, on voit potentiellement l'impact positif et négatif des Jeux Olympiques, mais on ne voit pas de porte ouverte pour pouvoir discuter là-dessus, et on ne voit pas non plus d'éléments qui permettraient d'avoir des diagnostics sérieux et pour pouvoir avancer. Pour moi, c'est tellement complexe qu'on navigue un peu à vue sur ces sujets. Et puis cette notion de territoire, nos publics sont aussi liés à des territoires. Et de prendre en compte que construire un lien de confiance avec ces populations, c'est un lien qui est long. Et donc l'impact après les Jeux Olympiques sur des mouvements de population sur un territoire, il faut aussi reconstruire les choses. Donc pour moi, tout n'est pas négatif, mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une notion d'urgence qui arrive, et moi, je n'ai pas les moyens, pour le coup, de traiter ça aujourd'hui, et je ne vois pas où traiter. Merci Emmanuel. Pierrick, est-ce que par rapport aux éléments entendus, même si tu es sur la partie plus inclusion dans ta filière, mais par rapport à ce que tu as entendu, est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles tu voudrais rebondir ou préciser ou, Oui, simplement deux choses. Effectivement, quand on parle d'hébergement, quand on parle des personnes sans domicile, vous avez parlé de consultation, il y a l'ARS. Effectivement, il ne s'agit pas que de se tourner que vers l'État qui finance l'hébergement et qui finance la vie sociale. C'est aussi effectivement l'implication des communes pour identifier les solutions tout autour de Paris. C'est pour la protection de l'enfance et des mineurs non accompagnés, c'est aussi les départements. Et effectivement, les choses doivent se régler aussi à un niveau micro. Et là, pour parler de la Croix-Rouge, on a aussi besoin de cette coordination bénévole et salariés. Il y a tout à l'heure des accueils de jour qui m'ont fait part de leur crainte de ne pas réussir à maintenir la continuité de l'activité. Peut-être que des établissements peuvent répondre en détachant un salarié, ou parce qu'on a ce lien étroit avec l'État. Je ne dis pas qu'on le fera et qu'on est en capacité de le faire, mais en tout cas, il faut qu'on puisse avoir ces échanges-là entre délégations territoriales et direction territoriale de la filière lutte contre les exclusions, en l'occurrence. Mais en tout cas, il faut effectivement, ne serait-ce qu'en interne au sein des assos, qu'on arrive à, on va dire, associer un peu nos forces vives. Et évidemment, entre assos, il y a un travail, pour le coup, assez formidable qui est fait par le SAMU social avec toutes les maraudes parisiennes en termes de coordination. Il faut que ce soit vrai dans tous les départements franciliens. Il faut qu'on le maintienne, qu'on s'assure que il y ait continuité dans ces coordinations, alors qui est portée par le SAMU social de Paris, mais y compris nous dans nos activités. Pas que maraude, qu'on arrive aussi à maintenir ces coordinations-là, et en premier lieu déjà en interne. Merci. Alors effectivement, là, on ne va pas avoir fait le tour de toute la thématique. Vous avez compris que c'est un démarrage, en tous les cas, prise de conscience non, parce que tout le monde est conscient des problématiques, mais au moins de pouvoir se parler, de pouvoir faire des choses, construire ensemble. Effectivement, la planification, c'est un grand mot. Maintenant, il va falloir aussi aller un peu plus loin et aller dans l'action. Et vous avez évoqué différents sujets. Alors, certains sont sur des territoires différents des autres, mais en tous les cas, tout est complémentaire par rapport aux personnes que modestement et humblement, on essaye d'aider les personnes en situation de précarité. Et on parlait justement de complémentarité. Alors effectivement, ça ne se fait pas sans aussi les pouvoirs publics, qui effectivement sont les responsables de l'organisation globale. Mais le monde associatif démontre aussi, et on le voit sur la sécurité publique pour les Jeux Olympiques justement et Paralympiques, qu'il y a des choses possibles en faisant des collectifs et être unis. Alors il y a déjà des choses qui se passent sur le terrain au niveau des associations, on va dire humanitaires, et je crois qu'il faut aussi qu'on transforme probablement maintenant les questions qui se posent, les solutions à trouver communément pour des actions concrètes. Et l'idée, c'est pas nous, l'idée, c'est les personnes en situation de précarité, c'est qu'est-ce que l'on peut faire pour elles. On pourra en parler encore pendant longtemps, c'est simplement aujourd'hui un lancement peut-être de choses. Nous serons amenés à nous reparler. Je vous propose, même si c'est frustrant, de passer à la seconde thématique, qui est en fait comment profiter de ces JOP, de cet événement, pour s'en servir comme levier d'inclusion des personnes accompagnées. Comment on peut faire en sorte que ces personnes soient actrices pendant cette période-là, et surtout, s'il y a des choses qui sont possibles à faire, comment on peut les pérenniser ensuite. Et effectivement, comment on peut aussi, là encore, être tous ensemble sur le même sujet. Alors là encore, il y a des domaines qui sont plus ou moins du domaine de vos connaissances, aux compétences, au territoire d'activité, mais je pense que vous avez tous des choses à dire par rapport au sujet. Peut-être commencer par toi, Pierrick, sur comment tu vois éventuellement l'inclusion, la contribution à l'inclusion pendant ces JOP.
Je pense que la première chose, c'est déjà de permettre aux personnes directement concernées, alors on les voit, nous, dans nos services, mais de pouvoir participer à ces jeux. Le comité d'organisation des JO a mis en place une instance qui permet aussi à des personnes en situation de handicap, etc., de participer. Je pense que des jeunes de la protection de l'enfance, ce serait aussi une opportunité pour eux unique de participer à un événement de cette ampleur, mais des personnes accueillies dans nos structures d'hébergement ou rencontrées à la rue aussi, de pouvoir, accompagner ou non par des assos, c'est pas vraiment le sujet, mais en tout cas, en premier lieu, y participer. La deuxième chose, c'est qu'il y a beaucoup de partenaires financiers, privés, etc. autour de ces jeux, et je suis à peu près certain qu'ils seraient très enclins à promouvoir la solidarité, soit par de l'événementiel, soit par du mécénat, soit par divers mécanismes, soit par les appels à projets les appels d'offres, pardon, qui sont faits, qui incluent un volet RSO, mais qui pourraient être peut-être plus ambitieux, de faire participer des entreprises d'insertion dans la mise en œuvre d'un certain nombre de prestations, de restauration et d'entretien de sécurité, n'importe quoi. En tout cas, il y a certainement des leviers activés de ce côté-là. Voilà, déjà. Merci. Vanessa, par rapport à ce sujet d'inclusion, qui est aussi au cœur du SAMU social, bien sûr, du CIAO. Alors oui, je pense qu'il faut aussi que les JO soient une occasion. Enfin, c'est une fête, il faut que ce soit une fête pour tout le monde. On ne peut pas imaginer qu'il y ait des gens qui ne participent pas. Donc, à la fois, tout ce qui peut permettre aux personnes de participer aux actions, aux événements, ça, c'est une chose. Mais je pense qu'on est nombreux à avoir déjà, dans nos structures, dans nos centres d'hébergement et ailleurs, commencé à utiliser les JO comme thème pour des activités sportives, pour un prétexte pour parler de comment est-ce qu'on bouge, comment est-ce qu'on rencontre des gens, faire des liens avec la santé, la nutrition. Enfin, voilà, ils vont en entendre parler partout, autant aussi l'inscrire dans le quotidien et en faire quelque chose de positif. Donc il y a tout cet univers-là, c'est de l'animation, c'est de l'événementiel, on peut forcément en faire quelque chose. Deuxièmement, il y a tous les sujets emploi. Alors pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas hyper convaincue par ce que j'ai vu, parce que en fait c'est très exigeant tout ce qui nous a été proposé. Pour travailler dans les métiers de sécurité liés au JO, il faut avoir été en situation régulière depuis 5 ans, il faut quand même bien être, enfin bref, il y a plein de choses qui ne sont juste pas accessibles aux personnes qu'on accompagne, malheureusement. Mais j'imagine que plus on va s'approcher des JO, plus il y aura des opportunités. Et là, il faudra vraiment qu'on puisse travailler avec les employeurs et puis avec les personnes, en fait, pour faire ce lien-là. Donc, il y a toute cette partie-là. Et puis ensuite, pour moi, il y a toute la partie héritage. Il y a quand même des choses qui vont être construites pour les JO. Alors, je pense que, en fait, on sait tous plus ou moins que le village des sportifs, etc., ça va devenir du logement social. Mais je pense que ça, il faut le redire. Il faut redire que ça, c'est des héritages qui vont rester, que les équipements de natation, elles vont profiter, ces équipements vont profiter à la population de Seine-Saint-Denis. Donc voilà, pour moi, c'est aussi l'idée que cet aménagement du territoire permis par les JO, il doit conduire à un territoire inclusif, à rebours de toutes ces craintes qu'on exprime depuis le début, où on a l'impression que les JO vont exclure. Il faut vraiment qu'on dise, qu'on puisse dire que les JO, au contraire, sont un levier pour rendre l'Île-de-France plus inclusive qu'elle l'est aujourd'hui. Emmanuel, sur ce même sujet d'inclusion, d'intégration, profiter de cette période, si tant que ce soit possible, bien sûr. Oui, on peut avoir plein d'idées. Je pense que c'est une opportunité, effectivement, sur l'accès au sport. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Comment on fait des parallèles comment on permet à des personnes sans titre de séjour de faire du sport aussi? Peut-être il faut prendre des risques aussi sur ces questions-là. La question de la nutrition, un sportif, ça doit bien manger. Donc aussi, parlons de démocratie alimentaire, de dire les publics en précarité ont le droit aussi de bien manger. Donc on peut en profiter. Pour moi, alors les Jeux Olympiques, j'aimerais que ça soit aussi quelque chose de l'ordre de la coopération, pas que de la compétition, parce qu'on a des publics qui sont en situation d'exclusion. Donc est-ce qu'on peut travailler sur la coopération? Est-ce qu'on peut travailler sur la reconnaissance des cultures et de la richesse des cultures des personnes que nous accueillons? Donc il y aurait vraiment des opportunités de travailler là-dessus. Les Jeux Olympiques, c'est aussi un regard d'étrangers qui vont venir en France, de montrer qu'on est encore une terre d'accueil, une terre d'éthique, une terre de valeurs, et mettre en lumière peut-être ce qu'on fait au niveau social, et pas dire simplement que le social c'est une charge et qu'on a beau donner de l'argent, il y a toujours autant de pauvres dehors. Non, il y a plein de choses qui se font, et peut-être de le montrer. Ça peut être faire une ouverture aussi de structure. Ça peut être aussi le côté positif, ça serait peut-être de faire un moratoire sur Airbnb pour être sûr de laisser aussi des logements pour les personnes en situation précaire. C'est l'accès aux compétitions.
Alors moi, ce que je rêve, c'est qu'on ne nous propose pas que des places sur les Jeux parallèles, mais aussi sur l'ensemble des activités, et pas que paralympiques, parce que ça, on a beaucoup de place là-dessus, mais que c'est une vraie aussi démocratie d'accès aux compétitions. Et puis, du côté de l'insertion par l'activité économique, oui, il y aurait eu plein de choses à faire. Maintenant, je pense que c'est aussi un secteur qui est compliqué aujourd'hui, mais à mon avis, il y a un diagnostic aussi à faire sur qu'est-ce qui peut émerger comme métier, et qu'à mon avis, les métiers et les talents ne sont pas que la sécurité, et qu'on n'attend pas que des étrangers qui ont effectivement 5 ans de présence en France pour faire de la sécurité. Je pense qu'il y a plein d'autres métiers, dont les métiers de restauration, d'accueil. Je pense que nos publics peuvent aussi accueillir. Et puis, dernier point, je pense qu'on est avec des publics qui ont besoin de ne pas être dans l'assistanat. Donc, c'est aussi l'utilité sociale, aussi la question du bénévolat. Comment on permet aux personnes en situation de handicap ou précaires ou sur un parcours d'exil d'accueillir aussi d'autres personnes. Et parce que c'est aussi des compétences de langue. Et pas que des bras pour la sécurité. Donc il y a plein de choses à faire, mais c'est pareil, il faut des espaces, il faut de la réflexion, il faut du diagnostic, il faut des finances, il faut du temps pour pouvoir travailler là-dessus et en faire quelque chose de beau. Merci. Luc, d'un point de vue, on va dire, plus global, ARS, même si effectivement la partie inclusion, intégration n'est pas, et c'est pas du tout une problématique, mais le point d'ancrage de l'ARS, mais... Oui, je vais être moins global et malheureusement, et probablement un peu... Notre champ de compétences à nous, c'est l'impact sur la santé de ce qui est possible de faire. Alors, on voit bien qu'autour sport santé, on peut toujours faire entrer des tas de trucs, mais enfin, toutes les questions que vous posez sont des questions sur lesquelles je pense qu'elles sont fondamentales, en termes y compris d'impact en santé. Je pense juste que nous sommes difficilement à la manœuvre et que nous le voyons bien. Aujourd'hui, le gros des efforts que mène l'agence et qui sont des efforts importants portent sur la réduction en général des écarts sociaux au lien entre sport et santé, et en particulier avec un appel à projet qui porte sur les quartiers en politique de la ville. C'est-à-dire que l'idée pour nous étant de se dire l'héritage, il peut traduire des écarts sociaux très forts, avec une aggravation de ceux qui bénéficient d'une amélioration de l'état de santé à travers la pratique sportive ou la proximité avec le sport, et ceux qui en sont relativement éloignés, notamment dans l'animation des clubs qui ne sont pas forcément voilà, sur lesquels il peut y avoir plus de distance avec les quartiers politiques de la ville. Donc nous, on a tout un travail sur ce champ-là, avec des moyens assez conséquents qu'on a mis en œuvre pour un appel à projet au niveau des collectivités qui ont un contrat local de santé avec un quartier politique de la ville et qui travaille sur le sport santé. Je pense très franchement que ça ne répond pas aux préoccupations que vous posez en termes des personnes ayant un sujet d'insertion. Je pense qu'on est un peu, on va être nous très en attente de ce que vous pouvez nous proposer, parce que on n'a pas forcément le savoir-faire fin que vous avez sur comment est-ce qu'on peut faire de la santé à partir du lien au JO et à l'héritage pour les populations les plus éloignées. Je ne parle pas pour le coup des populations simplement défavorisées qui sont les quartiers politiques de la ville. En sachant que nous, on a deux grandes préoccupations. La première, c'est effectivement le sport comme facteur de promotion de la santé autour de voilà, tout ce qu'on imagine, la nutrition, la réduction des risques cardiovasculaires, etc. Le deuxième sujet quand même étant la réduction des risques autour de tout ce qui est les addictions, de tout ce qui est les violences, de tout ce qui est notamment les violences sexuelles, mais pas uniquement. C'est-à-dire que le sport n'est pas forcément que porteur d'épanouissement. Et notre rôle à nous, c'est aussi de réduire les risques liés à la mise en espace public de tout cet événement-là. Comment est-ce que ça peut éventuellement bénéficier au public que vous accompagnez? Je ne le sais pas. Et en plus, à titre personnel, je trouve que les contraintes... Moi, professionnel de santé et de promotion de la santé, je ne vois pas très bien comment tenir un discours en direction de ces publics-là autour de la promotion de la santé dans un contexte dans lequel nous ne sommes pas complètement certains encore de pouvoir les protéger des conséquences qu'on a abordées en première partie. C'est-à-dire que je trouve qu'il y a un exercice qui est quand même un peu conditionné par notre crédibilité sur la première question que nous avons discutée, du point de vue sanitaire. Voilà. Oui, j'entends bien. Après, l'idée, c'est aussi comment... c'est de manière macro de voir les choses, effectivement, et puis il y a du très opérationnel, très pragmatique, ce que nous faisons, nous les associatifs, globalement, parce qu'en fait, on est au quotidien, ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, hein, c'est pas une opposition, hein, c'est un complément. Et du coup, est-ce qu'il n'y a pas quand même des activités possibles dans les différentes associations où on pourrait inclure effectivement les personnes accompagnées dans des activités qui peut-être auront des difficultés sur la période des JOP, parce que par exemple,
ça va aussi mobiliser par exemple beaucoup de secouristes. Donc des secouristes parfois mènent aussi des actions sociales au sein des unités locales de la Croix-Rouge ou dans d'autres établissements, d'autres associations. Et peut-être qu'effectivement, inclure les personnes que l'on rencontre en précarité, les personnes à la rue, dans des actions de mission très locales, est-ce que ça pourrait être une piste, même si là, effectivement, c'est du pointillisme? Vanessa? Oui, bien sûr, tout ce qui permet aux personnes qu'on accompagne de participer, d'être elles-mêmes actrices, je pense qu'il faut le saisir. Après, ce que je ne vois pas encore bien, c'est comment ça s'organise localement. Comment est-ce qu'on a connaissance de ces opportunités? Comment est-ce qu'on fait le lien entre ces opportunités et ces personnes qu'on accompagne? Mais voilà, moi, je ne suis pas dans l'organisation des JO et dans ces impacts au niveau fin, mais en tout cas, je suis disponible pour ceux qui le sont, pour voir comment on peut faire le lien avec nos secteurs et les personnes qu'on accompagne. Non, simplement, effectivement, vous avez mentionné l'accès au bénévolat, et c'est vrai que c'est un élément important de la citoyenneté. Simplement, dire que c'est effectivement important qu'on puisse le permettre, mais aussi le protéger. On a parlé des personnes en situation irrégulière. Effectivement, on a, alors je pense à Mayotte, des bénévoles qui sont empêchés de participer à des opérations de secours du fait de craintes d'interpellation, y compris avec un uniforme Croix-Rouge sur le dos. Et il faut effectivement qu'on prenne des mesures protectrice et qu'on s'assure effectivement que ça puisse se dérouler dans de bonnes conditions. La deuxième chose, vous avez dit effectivement, il faudrait déjà qu'on assure la continuité avant de dire comment on va arriver au-delà. On voit qu'il y a un vrai effort qui est mis par l'ensemble des pouvoirs publics sur la question du lien entre santé, vous avez mis donc réduction des risques, etc., et lutte contre les exclusions, accès à l'hébergement. Et effectivement, il ne faut pas qu'on arrive à des effets de saturation du fait de ces JO et qu'on arrive à poursuivre ce qui se met en place, qui est un développement qu'on constate depuis plusieurs années. Mais il ne faut pas qu'on se heurte du fait de ces événements à une régression. Puis j'avais une troisième idée, mais elle m'échappe, donc je fais voir de micro. Merci. Alors effectivement, bon, on voit bien que les sujets sont ouverts, mais qu'à un moment donné, il va falloir les refermer au sens trouver des réponses. Je le répète modestement et humblement, le fait qu'on essaye de tous de se rapprocher aujourd'hui, entre autres, mais évidemment ça s'est fait avant, ça se fera après, c'est de trouver des solutions. Enfin, l'objectif final, c'est quand même, c'est moins nous que les personnes accompagnées, les personnes en situation de précarité. Et donc, il y a un enjeu majeur. Et pour la Croix-Rouge, en tous les cas, confère ce que disait le président Dacosta ce matin et puis le président Giovanni, c'est que très clairement, l'humanitaire doit être aussi une préoccupation très importante de cette période des JOP. Et il faut que tous, ensemble, on essaye d'y réfléchir, mais qu'à un moment donné, d'être pragmatique, d'apporter des solutions. Je sais bien qu'une fois qu'on a fait ce tour de table, on n'est pas dans ces actions concrètes. Mais si ça peut déjà donner modestement, humblement, un petit peu un élan, on va essayer de le compléter derrière. Oui, effectivement, ce que je voulais dire aussi, c'est que pour en faire quelque chose de positif, il faut effectivement aussi qu'on permette aux personnes qui travaillent dans nos services, qu'elles soient bénévoles ou salariées, d'y voir un bénéfice. Il ne faut pas que ce soit 3 mois dans lesquels ça va être l'enfer pour elles, et qu'effectivement ce soit aussi parce qu'elles peuvent participer à des événements en dehors de leur bénévolat, parce que je ne sais pas, parce que leur mobilisation sur différentes actions leur permettrait d'acquérir des compétences, de les valoriser, ou même par de la reconnaissance purement symbolique, de dire, voilà, il y a par du mécénat ou par d'autres entreprises partenaires la possibilité d'accéder à certains services. En tous les cas, qu'on puisse aussi saluer l'investissement des professionnels et des bénévoles qui vont participer à toutes ces opérations et qui travaillent quand même aujourd'hui déjà dans des conditions difficiles, et donc on puisse aussi saisir de ces opportunités-là pour que effectivement ce soit un événement positif pour elles et pas 3 mois de purgatoire. Merci. Alors, je ne regarde pas mon téléphone, hein, je ne me permettrai pas, c'est juste pour le timing. Hein. Je suis un peu le maître des horloges pour une fois que je suis maître de quelque chose. Peut-être 2-3 idées concrètes. Alors, je me tourne vers l'ARS, mais je me dis peut-être d'ici les Jeux Olympiques, on pourrait aussi voir si c'est pas une opportunité pour traiter aussi la question des punaises et de la gale. Ce serait peut-être mise en lumière aussi de cette question, parce que ça peut aussi impacter les touristes. Et c'est un vrai sujet, hein, j'en rigole, mais c'est un vrai souci, puis ça coûte extrêmement cher. Puis ça concerne nos publics, de se dire, pensons l'après Jeux Olympiques, parce que l'idée c'est de se dire, faire participer les personnes aux Jeux Olympiques et l'après. Est-ce que c'est une remise en invisibilité de ces publics, ou de se dire
construisons quelque chose aussi pour l'après, ça serait important. Et je pense effectivement, comme ce qui a été dit au niveau des bénévoles, mais aussi au niveau des salariés. On a des salariés qui sont fatigués, qui ont vécu plusieurs crises et qui se sentent aussi peut-être loin, qui sont aussi sur des niveaux de précarité importants, de dire associons aussi salariés et bénévoles sur la possibilité d'être associés. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même aussi une perte de sens des professionnels et des bénévoles qui accompagnent les publics, parce qu'on ne voit pas où on va, et que la perte de sens, elle se travaille aussi en partant de sujets qui peuvent être un peu plus positifs que de voir que des risques et des problématiques, et ça pourrait être une opportunité. Donc pour moi, c'est vraiment la question, la coopération, le sport, l'interculturalité. Travaillons aussi effectivement à des niveaux plus petits, comment on peut aussi mettre le niveau des communes, comment les communes peuvent être associées aussi, parce que c'est là aussi où ça se joue. Les communes connaissent bien aussi leur public précaire et sont aussi dans des injonctions compliquées, et que c'est un niveau, je dirais, de territoire où on a des marges de manœuvre qui peuvent être faites. Luc, il y a eu la notion, alors peut-être la question n'était pas anticipée, mais elle est concrète sur l'aspect sanitaire, punaises, etc. Alors sur l'aspect punaises de lit, je vais être très brutal. Je ne crois pas qu'il faille que nous prenions le risque d'associer la notion de punaise de lit à la notion de personne en inclusion. On prend un risque politique qui est majeur et qui par ailleurs est totalement dénué de toute légitimité épidémiologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème des punaises de lit, il touche aussi bien, vous le savez, le cinéma de l'UGC, qui est, je ne sais où, je ne suis jamais allé, que vos équipements. Il est plus compliqué à régler dans vos équipements qu'à l'UGC, d'accord, mais je pense qu'il faut qu'on soit attentif à ne pas... voilà, moi, je ne crois pas qu'il faille légitimer l'intervention auprès des personnes les plus précaires sur un risque épidémiologique dont elles seraient particulièrement victimes, parce que du coup, elles en sont particulièrement porteuses dans la représentation sociale. Donc, je suis très, très prudent. Après, sur la question des punaises de lit, je vous rassure, enfin, je vous rassure ou pas, c'est honnêtement, JO ou pas JO, alors la question relève assez peu de l'agence sur le fond, c'est-à-dire qu'elle relève essentiellement de la DRIL, elle relève de la DRAC, elle relève des offices HLM, elle relève des communes, elle relève d'à peu près tout le monde sauf nous. Il se trouve que tout le monde se trouve vers nous parce que quand souvent ça relève de personnes, on se dit ça relève donc de l'ARS, parce que tout ça c'est un peu la santé. Ce qui est vrai. Donc du coup, on est quand même en train de travailler dessus, on est en train de proposer avec le préfet la déclinaison régionale du plan qui a été lancé il y a 2 ans et à mon avis un tout petit peu suspendu depuis. Voilà, on est en train de réactiver tout ça. Par rapport au JO, là où je fais le lien, c'est que oui, effectivement, il y a quand même une amplification des questions, des risques, je ne crois pas trop, mais en tout cas des questions sociales qui se posent autour de ça. Voilà, moi, ce que je dis juste, c'est que je pense qu'il faut que nous, on le traite avec les services du préfet globalement à l'échelle de l'ensemble de la société et pas à l'échelle des personnes ou des dispositifs en direction des personnes les plus précaires, parce que là ça va nous revenir et ça va revenir dans le nez des personnes les plus exposées. Voilà. Après, moi je dis, il y a plein de sujets, j'ai déjà dit en introduction, sur lesquels je prends cette interrogation dans cette discussion-là. Je pense en particulier qu'il faut qu'on réfléchisse au tout petit segment que constitue, Vanessa connaît ça très bien, le soin résidentiel, c'est-à-dire tout ce qui est les personnes qui sont... le soin résidentiel, c'est quand même un truc un peu particulier en France, qui sont de l'hébergement sanitarisé, c'est-à-dire accompagné pour les questions de santé pour des personnes qui, y compris, n'ont pas droit, pas de sécurité sociale, etc. C'est quand même un acquis considérable. Et comment est-ce que ces équipements-là, qui sont quand même assez nombreux en Ile-de-France, on doit être à peu près autour d'un petit millier de personnes, comment est-ce que ces personnes-là, on leur permet de s'approprier les questions de l'héritage, ces questions-là. Voilà. Là, pour le coup, c'est une responsabilité propre de l'agence. Alors, je ne glisse pas de votre sujet des punaises, mais alors, sur les questions de la gale, là encore, les JO... moi, je pense qu'il faut que les sujets de gale, on les traite, les sujets de dengue, on les traite, les sujets de tuberculose, qui me préoccupent un peu plus que la gale, pour ne rien vous cacher, on les traite. On va les traiter avant les JO, on va les traiter pendant les JO, on va les traiter après les JO, j'espère. Je pense qu'il faut qu'on soit attentif, il faut pas être de ne pas sanitariser, comme on dit, les questions sociales et de ne pas affecter à des populations des risques. Parce que finalement, voilà, c'est quelque chose qui après, dont on paye les conséquences après, quoi. Alors, je suis désolé de faire là encore le maître des horloges. On va devoir bientôt cesser.
Alors j'imagine que vous aviez encore beaucoup de choses à dire, mais ça veut dire que c'est positif, c'est qu'on pourra et on devra se rencontrer à nouveau pour échanger et bâtir certainement quelque chose avec beaucoup de modestie et d'humilité. Cela étant, on souhaitait que vous puissiez vous exprimer, en tout cas poser des questions, si vous en aviez envie. Alors si vous avez des questions, vous levez la main. J'essaierai de vous apporter le micro, je ne sais pas comment, mais je vais essayer. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Bon, alors c'est encore plus moderne, comme quoi je commence à être un peu has-been. Bonjour, donc, moi je suis bénévole dans le 18e. Nous c'est vrai, au niveau des JO, je vais être honnête, hein, le public qu'on rencontre, les JO c'est à 10 000 km de leur préoccupation, notamment y participer, de près ou de loin. Les besoins ils sont surtout primaires, hein. Logement, la nourriture qui devient un vrai sujet. Et moi, il y a un autre sujet qu'on n'aborde pas, c'est tout le sujet de la santé mentale. Parce que de tous les publics qu'on rencontre en rue, il y en a quand même une grande majorité qui est en difficulté avec des problèmes de santé mentale. Et on voit bien qu'il n'y a pas de structure aujourd'hui de santé pour les accueillir, ne serait-ce qu'en accueil de jour, parce que l'Exapa, on n'a pas de place vers qui on essaie de les diriger. Bichat, c'est la même chose. Et aujourd'hui, on a des publics schizophrènes, des malades schizophrènes qui sont en rue, ou quand ils ne sont pas en rue, ils sont en hôtel. Clairement, ce n'est pas adapté. Et on aurait voulu savoir si... ma question, elle se tourne un peu vers l'Agence régionale de santé, hein, bien sûr, sur les moyens en santé mentale qui vont être mis en place pour ces publics en rue qui en ont besoin. J'ai l'impression que ça s'adresse à Luc. Pardon, Luc. Ça n'est qu'une impression. Je ne vois pas du tout pourquoi. Personne ne veut répondre à ma place. Non, sur les questions en termes de santé mentale, alors, je vais commencer par faire le bureaucrate et ensuite je ferai la réalité. Le bureaucrate, ce n'est pas que le bureaucrate. Oui, cette question-là, elle a été traitée et on a fortement augmenté les moyens des équipes mobiles psy-précarité qui existent sur Paris, honnêtement, la situation qui est un peu plus zen, si je puis me permettre, sur Paris que ce qu'elle est au fin fond de la Seine-Saint-Denis du 77 ou du côté des Tempes. Donc, on a renforcé les moyens. On a créé la consultation CAPSI, que vous connaissez peut-être, qui est une consultation spécialisée sur les questions de santé mentale des personnes migrantes, avec les problèmes psychiatriques, et qui est une consultation dont on a doublé les moyens tellement la file active suivait. Donc, il y a eu vraiment, en Ile-de-France, un renforcement. Je crois que la dernière année, on a dû mettre 5 millions de plus sur les crédits des EMPP. Après, on se tourne à deux difficultés. La première est une administrative, qui est il faut encore que les crédits arrivent à la bonne équipe et ne soient pas dilués dans l'établissement de santé en général. Ça, c'est pas très compliqué. La deuxième, c'est qu'une fois qu'on a attribué les crédits, on trouve des psychiatres et psychologues. Et le problème qu'on a aujourd'hui n'est pas une question de moyens délégués par l'agence, je le dis assez brutalement. La question est qu'une question de trouver des professionnels pour faire que ces moyens soient consommés. Et très régulièrement, et c'est la même chose sur la psychiatrie, c'est la même chose sur le médico-social spécifique que connaissent bien les collègues du SAMU social ou de la Croix-Rouge, c'est la même chose sur un certain nombre de secteurs. Aujourd'hui, nous avons un problème sur nos métiers d'attractivité, et plus on est en contact avec les situations plus difficiles de type précarité, plus on a du... Des psychiatres en libéral secteur 2, vous en trouverez sans grande difficulté à Paris. Des psychiatres qui exercent, des équipes qui viennent exercer dans les EMPP, c'est objectivement plus difficile. Ça, voilà. Donc c'est à la fois une réponse du bureaucrate pour dire oui, on a renforcé les moyens, oui, on est absolument conscient, on va continuer à renforcer les moyens. On va continuer, y compris, à les rééquilibrer parce qu'on a un vrai souci en Grande Couronne et en Seine-Saint-Denis versus Paris. Mais ces moyens-là, objectivement, se heurtent à la difficulté de... Voilà, aujourd'hui, tous les moyens qu'on met en œuvre, je le redis, ne sont pas mobilisés. Et tous les ans, nous récupérons des crédits, pas par volonté de les récupérer, hein, ou on ne les récupère pas d'ailleurs, mais parce que les personnels n'ont pas pu être embauchés. Voilà. Donc ça, c'est une question fondamentale. Et alors, moi, j'en profite pour faire passer mon petit message de pub. Nous avons vraiment besoin que tous les acteurs qui interviennent dans le champ sanitaire de la précarité fassent connaître l'intérêt de ce métier, l'intérêt de ces pratiques. Moi, je vais vendre le sujet aux internes en santé publique, je vais vendre le sujet périodiquement à un certain nombre d'autres professions. Je pense qu'on a vraiment besoin que les jeunes en formation, qu'ils soient en formation de psychiatre, de psychologue, d'infirmier, de médecin, ils aient envie de venir vers vos publics et qu'ils entendent que ce n'est pas l'enfer de la pratique professionnelle, que c'est au contraire un excellent moyen d'avoir une pratique sanitaire totale. Je suis très long, cette question de la santé mentale, elle est
J'aurais été surpris qu'on ne me la pose pas. Voilà. Mais donc c'est pour nous un sujet tout à fait majeur. Après, je redis, dernier aspect, je ne suis pas sûr, j'en discutais avec une dame qui est là, je ne suis pas sûr que tous les professionnels du social connaissent tous les équipements. Nous avons découvert récemment qu'un certain nombre de travailleurs sociaux ne savaient pas ce que c'était qu'un LAM ou un lit de soins de santé. Or, il y a des dispositifs qui s'appellent des LAM et des lits de soins de santé qui sont là pour des personnes à la rue avec des pathologies graves et qui n'ont pas de droit. Nous avons découvert que voilà, un certain nombre je crois qu'il y a à la fois, il y a sûrement besoin de moyens supplémentaires, que surtout personne n'allait dire à Bercy que j'ai dit aujourd'hui qu'on n'avait pas de problème de moyens, mais nous avons besoin de moyens supplémentaires, de consommation de ces moyens et de connaissance des moyens mobilisés. Merci Luc, effectivement la question elle était évidente qu'elle viendrait. Merci de votre réponse. Et je crois qu'avant qu'on conclue, parce qu'il y a d'autres tables rondes, conférences, et je voudrais vous laisser la possibilité d'y aller, tu voulais rajouter quelque chose, Pierre? Vous avez même un peu anticipé sur ce que j'allais dire, mais effectivement, je disais qu'il y a un vrai effort qui est fait. Et il y a effectivement aujourd'hui maintenant des LHSS, santé mentale, addicto qui s'ouvrent, etc. Et donc il y a vraiment des moyens. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, la Croix-Rouge française, on a aussi cet accompagnement et cette transformation à faire. On gère des écoles de formation pour des soignants, les modules santé sont quasiment absents. Et à l'inverse, on forme des travailleurs sociaux qui ne sont pas bien formés, alors que parfois qui sont très bien formés sur la protection de l'enfance, sur le handicap, mais le module précarité est un peu faible, le module santé est un peu faible, etc. Et donc on a des choses à faire. Voilà. Et puis, y compris dans le réseau bénévole, il existe maintenant aussi Premier Secours PSP. Enfin, il y a aussi, voilà, on a le fait de promouvoir le secourisme, la présence d'un secouriste dans les maraudes. Enfin, il y a aussi des mécanismes sur lesquels il faut qu'on accompagne cette évolution-là. Merci Pierrick. Alors, bon, malheureusement, on va devoir déjà conclure, alors que vous avez vu que les débats sont enrichissants, sont riches, parfois contradictoires, mais c'est de la contradiction où on arrive à trouver des solutions. Il y a encore beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à mettre en place. Vraiment, le souci, c'est plus trop de se dire il n'y a qu'un faucon. Maintenant, il faudrait effectivement qu'on transforme, que vous transformiez, qu'on transforme tous ensemble l'essai. Ça tombe bien, malgré la défaite. Mais pour le coup, il faut vraiment qu'on passe à l'action. Et effectivement, j'y ai tout à l'heure, Emmanuel, dis-moi, c'est court maintenant pour faire un certain nombre de dispositifs, mettre des choses en place, réfléchir à l'inclusion. Mais en tous les cas, on espère que modestement, humblement, on a pu lancer cette idée qu'on puisse la travailler tous ensemble avec nos responsabilités différentes, nos prérogatives différentes, nos contraintes différentes. Alors je voulais d'abord vous remercier d'avoir été nombreux à cette conférence. Je sais que c'est un sujet majeur, hein, les personnes en grande précarité, les personnes accompagnées, comment on peut les aider, c'est ça notre motivation humaniste avec, là encore, beaucoup de modestie. Alors je voulais remercier très sincèrement Vanessa, Pierrick, Luc et Emmanuel, parce que vous avez vu que la compétence, c'est eux qui l'ont, les expertises, c'est eux qui les ont. Et pour le coup, il faut qu'on continue à aller vers justement nos experts, ces partages et ces connaissances et compétences diverses et variées. Je répète, dans un seul but, hein, modeste et humble, c'est d'aider l'autre. Je vous remercie beaucoup. Bonne fin d'après-midi.